Moi, je vais vous parler des choses plus simples parce qu'en fait, finalement, mais qui sont très importantes, c'est d'essayer de mettre en musique, les données que vous a expliquées Sébastien concernant ce qu'on sait aujourd'hui, des mécanismes à l'origine de la dermatite atopique. Alors, je dirais que quand on fait une enquête, je ne vais pas dire une enquête de trottoir parce que là, c'est d'une enquête sur internet, on se rend compte que finalement, en dépit du consensus des experts, en dépit des recommandations, en dépit des traitements qui sont, on le sait, efficaces, finalement, quand vous laissez le micro aux patients, les familles vous expliquent qu'elles sont, absolument, comment dirais-je? Effondrées par, la mauvaise qualité des traitements et finalement, elles sont très déçues et par les solutions que propose le corps médical. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, 85 des patients interrogés ou des familles de patients interrogés disaient ça. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, on peut se dire que vraisemblablement, il y a des causes à tout ça. Parce que d'abord, le traitement est mal exprimé, mal expliqué, et il est souvent donc mal fait, bien évidemment. Les croyances sont des obstacles. On a dit un mot tout à l'heure des craintes vis-à-vis des corticoïdes, et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, mais aussi le fait d'imaginer que l'allergie a un rôle fondamental, et vous l'avez vu, il n'est pas si fondamental que ça aussi, ça correspond à des croyances fausses. La réalisation des soins en pratique, c'est quelque chose de difficile, qui peut devenir même très difficile. Des mamans racontent que le parcours du combattant qu'elles doivent avoir le soir en allant appliquer les crèmes sur les peaux de leur enfant parce que celui-ci ne le supporte pas. Donc un traitement mal expliqué, ça aboutit à un traitement mal compris et finalement, ce qui domine dans tout ça, c'est la faible adhésion. Au tout départ, on vous a dit que l'adhésion au traitement globalement, les traitements locaux étaient très faibles. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, en effet, moins de 30 des gens appliquent la quantité de produit qui a été prescrite par le médecin. Ce qui montre bien que finalement, la réponse au traitement insuffisant, elle est obligatoirement insuffisante. Et malheureusement, elle aboutit à un nomadisme médical qui augmente encore la détresse des patients et elle aboutit aussi au risque d'échec thérapeutique que vous allez rencontrer quand vous voyez les patients. Bien, alors on va continuer de jouer si on veut et j'aimerais vous poser une question. Si on fait référence à la petite image que vous a montrée tout à l'heure Vincent, concernant la petite Anne. Anne, elle était très atteinte quand même, elle avait des lésions sur le visage importantes. Sa maman était très inquiète. Moi, vous voyez cet enfant, qu'est-ce que vous allez conseiller? Donc vous allez commencer par utiliser des émollients, vous allez appliquer, en leur lui demander d'utiliser, est-ce qu'elle utilise des antiseptiques? Est-ce que vous allez lui conseiller une consultation euh, d'un dermatologue ou d'un généraliste, mais simplement pour une prescription d'un dermocorticoïde? Est-ce que vous allez conseiller au contraire l'arrêt du dermocorticoïde que la maman déjà utilisait avec précaution pour éviter l'accoutumance? Est-ce que vous allez donner un sirop antihistaminique? Écoutez, je vous laisse à vos smartphones. D'accord? Je vois que les émollients ont moyennement la cote, mais c'est surtout la consultation et derrière la corticothérapie locale qui est véritablement plébiscitée. Et ça, je pense que vous avez tout à fait raison, parce que c'est tout à fait cette réaction qu'il faut avoir. On peut passer je passe au suivant. Donc, les traitements disponibles sont, une certaine mesure, assez nombreux, puisqu'on a ce que j'appelle les traitements indispensables, sur lesquels véritablement toutes les recommandations et les conférences de consensus disent la même chose. Ce sont les dermocorticoïdes, les émollients, on va revenir dessus, le tacrolimus qui est utilisé un peu moins souvent en France, surtout chez l'adulte, et puis les traitements systémiques, c'est-à-dire la photothérapie, pas toujours disponible parce qu'il faut avoir un cabinet de dermatologue qui en dispose, et puis les immunosuppresseurs, qui sont quand même des traitements lourds, comme la cyclosporine ou le méthotrexate. Sébastien vous a dit qu'aujourd'hui, nous avons de grands espoirs dans les biothérapies ciblées, et en effet, le dupilumab est un traitement qui, aujourd'hui, semble vraiment faire bouger complètement l'efficacité, les rapports d'efficacité et effets secondaires des dermatites atopiques sévères, mais je vous rappelle que les dermatites atopiques sévères, c'est seulement 10% des dermatites atopiques.
Alors il y a bien sûr des traitements optionnels que vous proposerez ou qui seront proposés par les familles. Les antihistaminiques, sachant que bon, les antihistaminiques ne sont pas des antiprurigineux et que ceux qui sont le plus antiprurigineux sont les plus anciens. Je pense à l'atarax. Les prébiotiques et probiotiques, là aussi, il y a discussion. Et enfin, les cures thermales, là aussi, il y a des possibilités. Ce sur quoi je voudrais revenir et que vous pouvez vraiment partager avec les familles, et en reprenant les explications qui vous ont été données tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez compris que la, la poussée dermatite atopique correspondait en fait à deux phénomènes. Un phénomène d'inflammation cutanée, et cette inflammation cutanée, elle devait bien sûr être contrée par un traitement anti-inflammatoire, et c'est le petit pompier que vous voyez ici. Et les crèmes à base de cortisone sont les crèmes qui sont prévues pour réduire l'inflammation. Et puis vous avez à côté de cela la peau sèche, puisque la peau non inflammatoire est tout de même pathologique chez le patient atopique. Et vous voyez donc que l'émollient a tout à fait son rôle pour reconstruire la barrière cutanée. Alors parlons des émollients. Ils vont reconstruire la barrière cutanée, c'est vrai. Ils vont lutter contre la sécheresse de la peau, c'est vrai aussi. Ils vont aussi participer à la diminution de la démangeaison. Ils vont limiter la fréquence des poussées. Tous ces éléments-là ont été démontrés. Puis plus récemment, on a plusieurs études qui ont montré que leur usage dès la naissance chez des enfants à risque diminuait le risque de survenue de l'eczéma. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui renforce le fait que l'émollient peut être véritablement un traitement à part entière de la dermatite atopique. Alors, je rappelle quand même quelque chose, c'est que l'émollient peut faire beaucoup de choses, mais pas traiter les zones inflammatoires. Et je vous rappelle que sur les zones inflammatoires, surtout quand elles sont très inflammatoires, en général, c'est très mal toléré. Alors, évitez de le prescrire à ça, évitez de conseiller les gens, parce que finalement, ça aboutit au contraire à des réactions. Ah non, non, je ne peux pas utiliser ce produit-là parce que ça m'a brûlé. Où est-ce que vous l'avez mis? Ah ben, je l'ai mis sur les peaux rouges. Ben, ce n'était pas là où il fallait le mettre. Et c'est ce que vous pouvez leur expliquer. Quant aux dermocorticoïdes, vaste sujet, on en reparlera largement dans le module 3. Les formes galéniques doivent être choisies en fonction de plein de choses, de l'intensité, de l'âge de l'enfant, de la localisation des lésions, et puis, in fine, et ce qui est très important aussi, en fonction du choix du patient. Car il est vraiment difficile d'obtenir une bonne observance si les patients n'apprécient pas la crème ou le produit que vous allez leur donner. Donc je vous assure que ça vaut le coup éventuellement d'avoir dans votre officine un paquet de petits échantillons pour pouvoir leur demander quelle forme galénique est la plus adaptée pour eux. Ce que vous avez en dessous de la diapositive, c'est de vous rappeler tout simplement ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs classes de dermocorticoïdes, du moins anti-inflammatoire au plus anti-inflammatoire, et que c'est vrai qu'en règle générale, concernant les classes 2 et les classes 3, c'est ceux-ci qui sont les plus adaptés pour la prise en charge de la dermatite atopique. Alors, le problème de choisir un dermocorticoïde est une chose, mais le problème de savoir quand le mettre et comment l'utiliser en est une autre. Et là, je voudrais vous montrer sur ce schéma un petit peu la chronologie des faits. Qu'est-ce qui passe quand vous avez une poussée d'eczéma? Bon, vous voyez ici en intensité la dermatite atopique et puis le temps en abscisse. Ce qui se produit, c'est qu'évidemment, quand vous avez une poussée de dermatite atopique en phase d'attaque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer aux patients d'utiliser largement un dermocorticoïde, et ça pendant une période de temps suffisante pour vraiment obtenir une disparition de l'inflammation. C'est-à-dire ça va demander peut-être 5-6 jours ou 10 jours, 15 jours, peu importe, mais il faut arriver à obtenir une mise en rémission. Et vous voyez que la rémission, elle correspond à la partie de la courbe qui est située sous le trait orange, qui correspond en fait à la zone de contrôle de l'eczéma. Bon. Le problème simplement, c'est que quand on fait que ça, eh bien, évidemment, on n'empêche pas une autre poussée de survenir et on arrive à ces phénomènes bien connus de gens qui vous disent, écoutez, j'en ai marre, à chaque fois que j'arrête les corticoïdes, ça revient de plus en plus fort, et donc par conséquent, je ne souscris pas à la poursuite du traitement. C'est à ce moment-là, parce qu'ils ne connaissent pas la nécessité d'utiliser en phase d'entretien ce qu'on appelle, nous, un traitement proactif. Traitement proactif, c'est un traitement qui va être utilisé dermocorticoïde qui va être utilisé sur les zones inflammatoires ou qui était anciennement inflammatoire seulement 2 fois par semaine. Et là, on a pu démontrer à la fois pour l'usage des dermocorticoïdes, mais aussi pour l'usage du tacrolimus, que l'utilisation de ce type de schéma, c'était quelque chose qui permettait de diminuer
la fréquence des poussées et de prolonger la durée des rémissions. Donc ça, c'est vraiment ce traitement proactif, c'est vraiment important. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'au milieu d'une phase d'entretien, vous pouvez avoir une nouvelle poussée qui survient. Bon, ben, à ce moment-là, vous faites de nouveau appel aux règles que vous avez utilisées déjà pour la phase d'attaque, c'est-à-dire le recours à un traitement dermocorticoïde quotidien jusqu'à disparition de l'inflammation. Donc, si vous voulez, ce petit schéma-là est un schéma qui peut vraiment être compris. En plus, je dois dire que pour l'utiliser, notamment chez les grands enfants ou chez les adolescents, ceux-ci apprécient le fait de passer d'une application quotidienne à une application 2 fois par semaine. Bon, le traitement, là, c'est un schéma qui est un peu brouillon. Je voulais montrer simplement parce que ça correspond à un consensus du groupe européen d'experts sur la dermatite atopique. Et ce que moi j'aimerais vous montrer, c'est vous avez d'une part les formes contrôlées qu'on va opposer aux formes non contrôlées. Les formes contrôlées, c'est les formes qui finalement que vous voyez une fois et puis que vous revoyez peut-être moins souvent parce que évidemment les gens ont bien compris, ils prennent leurs émollients, ils utilisent leur dermocorticoïde quand il faut et finalement ça se passe bien. Moi je voudrais revenir sur les formes non contrôlées. Alors que ce soit les formes mineures, mais surtout insister sur les formes modérées, parce que ça représente environ 40% des cas. Dans ces formes modérées, c'est vrai que le suivi régulier est vraiment indispensable. Les dermocorticoïdes proactifs, comme je vous l'ai indiqué, sont très importants. Quelquefois, on utilise des techniques un peu plus sophistiquées, on reviendra dessus, comme le wet wrapping, qui est en fait un enveloppement humide au niveau des membres. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites en contemporain avec une éducation individuelle. Les formes sévères aussi, bien sûr, elles seront plutôt orientées vers des centres spécialisés. Alors ça, c'est la dernière diapositive. Pour vous montrer à gauche le côté du médecin, et quelquefois, beaucoup de gens pensent, y compris des médecins, que finalement, tout le monde peut faire n'importe quoi sur l'eczéma, que finalement, il n'y a pas de ligne et de guidelines particulières. En fait, vous voyez que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même pas du tout vrai, parce que la stratégie thérapeutique, elle répond à des algorithmes très simples, qui sont d'abord dermatite atopique en poussée, ce que je viens de vous dire, traitement d'attaque, lésions jusqu'à leur disparition, pas de dose maximum, jusqu'à obtention d'une rémission. On revoit le patient un mois plus tard, ça c'est très important, et c'est de la responsabilité du médecin de s'y engager. Ensuite, 2 situations. Soit la dermatite atopique est contrôlée, et auquel cas vous allez faire commencer un début d'entretien. Donc vous voyez ce que vous pouvez proposer aux patients qui sont quelquefois un peu perdus en disant ben voilà, ça va beaucoup mieux, mais j'ai peur que ça revienne. Donc vous proposez ce traitement d'entretien proactif. Et puis dans les formes non contrôlées, elle a aussi 2 situations. L'important, c'est d'évaluer l'adhésion du traitement. L'adhésion du traitement, ça s'évalue de plusieurs techniques. Enfin, disons que globalement, la mauvaise adhésion, c'est la situation la plus fréquente. Et c'est vrai que la corticophobie, elle est souvent à l'origine de cette mauvaise adhésion. Les gens vous disent, oui, bah, finalement, j'ai utilisé depuis 2 mois seulement un quart de tube du dermocorticoïde que vous m'avez proposé pour une dermatite atopique qui me gâche la vie. Bah, c'est évident, là, il n'y a pas photo. Hein, vous voyez très bien qu'il se passe quelque chose. Donc là, on reverra ensemble comment travailler sur la corticophobie. Et puis, il y a des situations qui sont plus rares, où il semble que l'adhésion soit bonne, mais où finalement les résultats ne sont pas bons. Et là, il faut s'interroger, éventuellement se poser la question d'une allergie digestive associée, ou quelquefois d'une allergie de contact chez l'enfant plus grand, quelquefois d'un déficit immunitaire. Bref, c'est des pathologies qui, elles, sont des pathologies plutôt hospitalières. Alors vous comprenez que dans la deuxième partie de la slide, entre la théorie et la pratique, vous avez l'officine, et qu'à l'officine, vous avez vraiment tout à fait votre rôle, à la fois d'accompagnement, à la fois d'orientation et d'éducation. Je vous remercie pour votre attention.